Le scénario du pire. Right here in Newtown, Connecticut, the site today of a mass shooting, and this time, gunfire aimed at elementary school children. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du scénario du pire. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Et les histoires que nous choisissons feraient des bons films. L'histoire d'aujourd'hui peut s'apparenter malheureusement au mélodrame. Car en effet, le scénario du pire va parler de l'insupportable. Alors on ne le fait pas pour le plaisir d'aborder des sujets difficiles, mais pour démontrer comment le complotisme dans sa forme radicale constitue une menace pour notre société. Et avant de commencer, on va insister sur le fait que c'est une histoire qui est extrêmement difficile à écouter. Ça a été même pour nous une épreuve d'une ampleur inédite d'effectuer des recherches et d'écrire cette histoire. Et pour certains d'entre vous, ce sera une épreuve de découvrir certains détails de cette histoire, donc trigger warning pour les cœurs sensibles et surtout les cœurs de parents. Et d'ailleurs, à ce propos, en préambule de notre épisode, nous voulions partager avec vous un extrait du podcast Captive qui rentre particulièrement en écho avec notre récit. C'est difficile pour moi de vous raconter des histoires comme aujourd'hui parce que je veux absolument pas tomber dans la banalisation du crime à des fins de divertissement. C'est raconter un crime pour divertir sans penser à tout ce que ça a pu faire vivre aux gens autour. Merci Annie. L'histoire du jour parle d'un tueur fou, d'une secte davidienne, de grenouilles homosexuelles et d'une amende record. Alors, check. Check one, two. Ok, ça tourne. Le 14 décembre 2012, Neil Eslin et Scarlett Lewis apprennent la nouvelle qu'aucun parent ne devrait apprendre. Jesse, leur fils de 6 ans, fait partie des victimes de l'une des tueries de masse les plus traumatisantes de l'histoire nord-américaine. Un tueur nommé Adam Lanza tue sa mère avant de se rendre à l'école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, où il tuera 27 personnes, dont 20 enfants, 8 petits garçons et 12 petites filles, de 6 à 7 ans. À la fin de ce massacre, Adam Lanza retourne son arme contre lui-même et se tire une balle dans la tête. Le bilan aurait pu être encore plus lourd sans l'héroïsme de l'institutrice Victoria Soto, qui a sauvé presque tous les enfants de sa classe en les aidant à se cacher et en se sacrifiant. Nous avons décidé de ne pas revenir sur les détails de cette tuerie, tant ces détails sont difficiles à entendre. Ce massacre rappelle dans l'ampleur de son horreur la tuerie de l'école élémentaire de Bath, qui avait fait 47 victimes en 1927 et qui avait frappé également une école primaire. Le parcours du tueur ressemble tristement à quelques autres. Adam Lanza a 20 ans. Il est socialement très isolé. Sa santé mentale est une préoccupation depuis longtemps. Adam présente des troubles du développement dès sa petite enfance. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles de l'anxiété, de troubles alimentaires et de troubles du spectre autistique, mais ces troubles ne sont pas forcément annonciateurs d'un comportement meurtrier. Sa santé mentale se détériore avec les années. Sa mère, avec laquelle il vit seul, s'accommode des comportements étranges de son fils. Elle refuse de lui donner les médicaments qui pourraient l'aider. Adam Lanza socialise très peu et dès sa prime adolescence, il a un vif intérêt pour les armes, qui sont présentes en grand nombre dans son foyer, pour la guerre et la destruction, et même pour les tueries de masse. Il est déscolarisé à 14 ans car considéré comme inapte à se rendre à l'école. Il évite la lumière du jour, obstrue ses fenêtres avec du plastique. Son anorexie est extrême. On trouve aussi des traces de paraphilie. Pourtant, depuis ses 14 ans, Adam n'est plus suivi par des psychologues ou psychiatres. Le concept de paraphilie n'est pas forcément facile à définir, mais en gros, ce sont des attirances, des pratiques sexuelles qu'on va appeler anormales. Et dans le cas de Adam Lanza, on a retrouvé de la pédopornographie sur son ordinateur. Oui, il est très perturbé, ce jeune homme. Ouais. Pourtant, depuis ses 14 ans, Adam n'est plus suivi par des psychologues ou psychiatres. Jusqu'au jour fatal du 14 décembre, 5 minutes suffisent à Adam Lanza, surarmé, pour perpétrer sa tuerie de masse. L'onde de choc est immense. Les messages de soutien affluent, les programmes télé sont bouleversés pour rendre hommage aux victimes. Et inévitablement, la question du contrôle des armes à feu, protégée par le second amendement de la Constitution américaine, se pose une fois de plus, comme à chaque fois qu'une tuerie d'ampleur est commise. Dans ce débat, les lignes ne bougent pas beaucoup. L'Amérique est très polarisée sur ce sujet. Barack Obama émet plusieurs directives présidentielles pour limiter la vente libre de certains types d'armes automatiques. Entre janvier et avril 2013, 3 États des États-Unis, New York, le Connecticut et le Maryland, imposent des lois restrictives à l'achat des armes à feu. Comme cela se passe presque toujours aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux,
les théoriciens du complot se sont jetés sur la tragédie de Sandy Hook, avançant que tout cela n'était qu'un immense hoax. Parmi eux, Alex Jones, le fondateur du site conspirationniste Infowars. Et ce n'est pas l'histoire d'Adam Lanza que nous voulons raconter aujourd'hui, mais celle d'Alex Jones. Et nous allons prendre le temps de présenter ce personnage et revenir sur le procès hyper médiatique qu'il a opposé aux parents des victimes d'Adam Lanza. Alex Jones est né le 11 février 1974. C'est assez incroyable parce qu'il paraît tellement plus vieux. Alex Jones naît à Dallas, au Texas, d'un père dentiste et d'une mère au foyer. Très tôt, dans son adolescence, il est influencé par un auteur nommé Gary Allen, qui a développé une théorie du complot qui voudrait que les États-Unis soient dirigés par un pouvoir occulte et non élu, dont les bras armés sont la Banque centrale et une instance qui s'appelle le CFR. Et donc le CFR, c'est le Council on Foreign Relations. L'ouvrage de Gary Allen s'appelle Non-Theoretical Conspiracy et paraît en 1972. Et le livre s'ouvre de la manière suivante. L'histoire que vous vous apprêtez à lire est réelle. Les noms n'ont pas été changés pour ne pas protéger les coupables. Ce livre pourrait changer votre vie. Après l'avoir lu, vous ne verrez plus jamais les événements nationaux et mondiaux de la même manière. Non-Theoretical Conspiracy sera très controversé. Il recevra au départ peu de publicité et ceux dont les plans sont dévoilés vont tenter de le tuer à travers leur silence. Voilà, fin de citation. Et c'est à ce moment-là que Alex Jones tombe dans la marmite du conspirationnisme. Il a une scolarité très médiocre, il ne termine pas ses études supérieures dans un community college d'Austin et devient très vite conspirationniste à temps plein. La première théorie qu'il va défendre publiquement concerne la secte de Waco et de son gourou David Koresh. Alors moi, c'est une histoire dont je me souviens vraiment très bien. Ça se passe en 1990. C'est un monsieur qui s'appelle Vernon Hoel qui devient David Koresh et prend le rôle de leader de la secte des Davidiens. Il prétend avoir décodé le livre religieux de la Révélation annonçant l'Apocalypse. Et il se comporte comme pas mal de gourous, couche avec plusieurs femmes et fait des enfants avec elles. Ce sont évidemment des femmes qui ont été choisies par Dieu parmi les adeptes. Et avec ces adeptes, il crée une armée de dieux qui accumule un arsenal immense en préparation de l'Apocalypse. En février 1993, le Bureau fédéral des alcools, tabac, armes à feu et explosifs tente un raid contre la secte. Mais comme ils sont surarmés, la secte va réussir à repousser les agents fédéraux. La fusillade fait 6 morts chez les Davidiens et 4 chez les forces de l'ordre. Et c'est le début d'un siège qui va durer 51 jours. Et même si les adeptes semblent très alignés derrière leur gourou, le siège sera traité par la police comme une prise d'otage. Malgré tout, après beaucoup de négos, au bout de 51 jours, l'assaut final est donné et fera de très nombreuses victimes. Surtout parce que la chapelle prend feu. Et entre l'assaut et l'incendie, il y a un nombre incalculable de balles qui ont été tirées. Il y a 73 membres de la secte, dont des enfants et David Koresh lui-même qui vont périr. C'est trash. Ouais. Alex Jones prend fait et cause pour les Davidiens et il va même mener une campagne pour rebâtir l'église davidienne. Très vite, Jones choisit une carrière dans les médias. Il a 22 ans et un média local d'Austin accueille Jones qui, dès le départ, répand ses théories. Les États-Unis n'ont jamais été sur la Lune, les Illuminati dirigent le monde, ou la théorie des hélicoptères noirs très populaire à l'époque. C'est quoi la théorie des hélicoptères noirs ? Alors les hélicoptères noirs sont des hélicoptères qui survolent les États-Unis, qui appartiendraient à l'armée et qui sont responsables de toute une série de méfaits, mais donc c'est une sorte d'armée secrète américaine. C'est un peu les drones dans South Park, quoi. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Alex Jones a un épisode qui lui est consacré dans South Park. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Jones est charismatique et on écoute à l'époque ses théories du complot avec un peu de recul et un peu de dérision, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas populaire. Jones fait ses armes. Il aime divertir et provoquer. Il est très sûr de lui et se vante de son QI de 185. On peut émettre quelques doutes par rapport à ça. Oui, sa scolarité était médiocre. Voilà. Sa couleur politique est de plus en plus marquée. Jones finit par être licencié. Selon Jones, la campagne qu'il mène pour la reconstruction de l'église davidienne est pour beaucoup dans son licenciement. À l'époque, décembre 1999, l'éditorialiste du Austin Chronicle, un tabloïd plutôt progressiste, déplore le départ de Jones et écrit « Personnellement, je suis triste de voir Jones partir, bien que je ne sois pas d'accord avec bon nombre de ses croyances. J'apprécie toujours au moins le fait qu'il abordait des sujets politiques et d'un point de vue différent de celui des gens de droite qui dominent la radio. Et contrairement à une grande partie de la foule des soi-disant hélicoptères noirs, il n'est pas raciste, il garde toute sa colère contre le gouvernement et les entreprises. » Fin de citation. Ouais, on peut se dire que probablement que le même éditorialiste n'écrirait pas la même chose aujourd'hui. Oui, c'est on ça. espère en tout cas. Oui. Mais la popularité de Jones repose sur sa capacité à divertir. En fait, il hurle très fort dans un micro, il harangue un peu les foules, quoi. Et une partie de son audience le regarde pour son côté entertainer.
1999, c'est l'année où Jones fonde Infowars, qui connaîtra un succès immense et rendra son fondateur très, très riche. La tagline de la plateforme est « There is a war for your mind ». En gros, c'est un site qui se pose en antagoniste aux plateformes d'information dites mainstream. Paradoxalement, Infowars pourrait être qualifié de média mainstream du complotisme. D'ailleurs, Infowars se fait le relais de toutes les grandes théories conspirationnistes. Les plus connues, c'est le fait que le 11 septembre serait un complot gouvernemental, les théories climato-sceptiques et de manipulation du climat par la technologie, notamment le projet HAARP, des théories autour de l'eugénisme et l'empoisonnement de population à travers soit des vaccins, soit des chemtrails. Les chemtrails, c'est les traînées blanches des avions qui, selon les conspirationnistes, en fait, sont des traînées de poison qu'on déverse sur les populations. Des théories sur la prétendue pédocriminalité des élites mondiales, notamment le très célèbre Pizzagate, les théories sur la masculinité de Michelle Obama. C'est étrange parce que cette théorie a complètement été exportée par les complotistes français qui ont développé la même théorie à propos de Brigitte Macron. Donc les deux seraient, selon les théoriciens du complot, des hommes. Ah oui. Et alors il y a aussi l'obédience secrète d'Obama à l'islam. Et plus récemment, des théories du complot liées à la guerre en Ukraine, où systématiquement Poutine ressort comme un héros qui veut s'opposer à ce nouvel ordre mondial, à cette élite pédosataniste dirigée par les usual suspects pour les complotistes. Mais la théorie la plus décalée, c'est celle des gay bombs, qui consiste à penser que le gouvernement répand des produits chimiques dans l'eau, qui auraient pour effet de rendre ceux qui la consomment homosexuels. Ces gay bombs, inventés initialement pour rendre les armées antagonistes majoritairement homosexuelles, auraient ensuite été déversés sur le territoire national pour contrôler la natalité. Et Jones, pour démontrer sa théorie, affirme que même les grenouilles sont devenues majoritairement gays. C'est vraiment un ramassis de conneries. Ça, c'est vraiment incroyable. En 2007, Jones sort son film Endgame. Le texte promotionnel du film donne le ton. Pour le nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial n'est que le début. Une fois en place, ils pourront engager leur plan d'extermination de 80% de la population mondiale, tout en permettant aux élites de vivre éternellement à l'aide d'une technologie de pointe. Pour la première fois, le cinéaste en croisade Alex Jones révèle le plan secret pour l'extermination de l'humanité, l'opération Endgame. Mais ce qui est un peu flippant, c'est de lire les critiques et les commentaires sur IMDb. On se rend compte à quel point Jones a une communauté de convaincus derrière lui, qui le voit vraiment comme un messie qui s'est donné pour mission de réveiller une population endormie et apathique. Il fait un peu penser à Trump aussi. D'ailleurs, ils ont une vraie filiation idéologique. Ouais. Et Infowars ne se contente pas de rentabiliser son audience par la publicité. Le site devient aussi un géant de l'e-commerce. Bon, il y a bien sûr pas mal de littérature conspirationniste, du matériel de survivalisme, souvent ça va ensemble. Mais surtout, ce qui va avoir beaucoup de succès, ce sont des compléments alimentaires avec des allégations complètement folles. T'as pas des trucs pour mincir et des trucs dangereux pour la santé, non ? Alors, je sais pas si c'est dangereux pour la santé, mais c'est aussi des produits qui te permettent d'éveiller ton esprit critique, par exemple. Voilà, oui, c'est vrai, oui. Donc, plus tu consommes les produits d'Alex Jones, plus tu croiras en Alex Jones. Et oui, des fortifiants, des choses pour peut-être remplacer des vaccins. Les allégations sont assez flippantes, même si elles sont pas toujours très explicites. En 2016, Jones soutient la candidature de Donald Trump et Trump louera, là je cite, « l'extraordinaire réputation de Jones ». Mais parfois, durant le mandat de Trump, Jones se montrera quand même un peu critique. Notamment, il est déçu que Trump soit pro-vax. En 2020, malgré tout, il appuiera les allégations de Trump qui disent que les élections ont été truquées. Au cœur de cette pensée conspirationniste américaine, il y a la théorie du Deep State, qu'on appelle en français la théorie de l'État profond, qui devient assez populaire chez nous aussi. Et c'est une théorie qui affirme qu'outre le gouvernement officiel, il existerait une hiérarchie plus puissante, plus permanente, forcément non élue, forcément occulte et invisible pour le grand public. Et puis on peut se demander pourquoi ces théories ont plein de succès aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu connais le VUCA. Non. Non, alors le VUCA, c'est un acronyme, c'est assez récent. C'est un acronyme qui correspond à des mots anglais qui sont Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity. C'est un concept qui a émergé au début des années 2000. Et en gros, ça décrit un monde où les changements sont extrêmement rapides, donc ça c'est la volatilité, où le futur est profondément imprévisible, l'incertitude, où il y a beaucoup de forces en action, la complexité, et où il est difficile de percevoir la réalité des liens de cause à effet. Et ça, c'est l'ambiguïté. On dirait un peu un film de super-héros. Mais c'est surtout effectivement une bonne description d'un monde très, très complexe, très volatile, où tout change tout le temps. Et en fait, c'est très, très difficile de comprendre ce monde-là. Et du coup, les gens ont un sentiment de perte de contrôle
et vont chercher des explications simples, une logique assez binaire et une cause unique à tout ce qui se passe et surtout une cause unique à tous les problèmes que eux rencontrent. Si on a un problème de pouvoir d'achat, si on a un problème de santé, autant chercher un ennemi unique par rapport à tout ça. Alors pourquoi ? C'est parce que ça donne l'impression que si on trouve d'où vient le problème et si c'est une cause assez binaire, en renversant un jour ce fameux pouvoir en place, on pourra revenir à un équilibre, on pourra revenir à un monde plus simple, plus heureux, etc. Il faut dire qu'avant, les gens étaient plus axés religion. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait un Dieu qui allait résoudre tous les problèmes, et maintenant, ils trouvent d'autres façons d'avoir espoir ou de se rassurer. Oui, absolument. Je pense qu'en effet, il y a une sorte de religion du conspirationnisme. On veut quand même insister sur le fait que c'est pas parce qu'on met un jour un discours officiel en doute qu'on est un conspirationniste. C'est pas ça. Le conspirationnisme, c'est vraiment une manière de penser. Et c'est une manière de penser que Pierre, notre producteur / compositeur / sparring partner / troisième scénariste du Pire, a théorisé dans un article. Et selon lui, il y a 4 éléments qui constituent les 4 étapes de la pensée complotiste. Et je vais les résumer ici, mais c'est très résumé. Le premier élément, c'est que les complotistes revendiquent l'exclusivité de la pensée critique. Eux sont les éveillés face aux autres qui sont des moutons. Je sais que parfois les complotistes parlent de moujons, qui est, je pense, une contraction entre mouton et pigeon. Ils sont hyper critiques face à l'information. Ils passent tout à travers un crible critique extrêmement sévère. Mais cet esprit critique est très sélectif. Et il s'efface complètement face aux théories alternatives. Alternatives entre guillemets, bien sûr. Et alors un exemple, c'est QAnon, qui a fait plein de prédictions, qui ont toutes été foireuses, qui se sont toutes révélées fausses. Néanmoins, le mouvement a continué à prendre de l'ampleur. Alors le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de la preuve. Ce qui est avéré, ce qui est plausible, ce qui est possible, ou ce qui est purement fantasmé, c'est équivalent. Parfois, il se dit, tiens, à qui profite le crime ? Et cette question, la réponse à cette question suffit pour établir qu'il y a un coupable et désigner qui est le coupable. Et parfois, quelques anomalies apparentes dans un discours officiel suffisent à étayer les théories les plus folles. Par exemple, tu sais, il y a la théorie du fait que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Oui, un élément qui est utilisé pour ça, c'est que... Et que c'est Kubrick qui a fait le film. Et que c'est Kubrick qui a fait le film, oui, tout à fait. Et un des éléments qui est utilisé, c'est le drapeau américain qui flotte au vent sur la Lune, alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Ouais. Et on ne va pas chercher d'autres explications. Or, si tu regardes les différentes photos, tu vois que les plis dans ce drapeau sont toujours les mêmes. Et donc, il est probable qu'on ait en fait affaire à un drapeau qui soit totalement rigide. Mais on ne va pas chercher plus loin. Les éléments qui vont démontrer la théorie conspirationniste sont forcément beaucoup plus forts que les éléments qui vont l'infirmer. Le troisième élément, c'est le fait que la charge de la preuve est renversée. C'est aux défenseurs de prouver que l'accusateur a tort. Quand le Covid a éclaté, les conspirationnistes se sont dit « Tiens, il y a un laboratoire à Wuhan, il faut maintenant nous prouver que le Covid n'a pas été fabriqué dans ce laboratoire. » Donc c'est évidemment impossible. Et le quatrième élément, c'est les preuves qui sont apportées sont systématiquement irrecevables. Donc si on va prouver à un conspirationniste qu'il a tort, eh bien, il va estimer que tout ce qu'on apporte comme preuve, c'est irrecevable. Et elles le sont par l'essence même de celui qui apporte la preuve. Et donc, si tu démontres que la Terre est ronde parce que tu as été dans l'espace, il y a déjà quelque chose de non recevable pour un conspirationniste parce que l'espace n'existe pas. Donc, si tu dis que tu travailles pour la NASA, tu es d'office un menteur. Et c'est bien l'imbrication de ces 4 éléments qui constitue cette pensée conspirationniste avec laquelle il est très, très difficile de discuter, en fait. Et ces éléments, ça illustre pas mal cette méthode Infowars où le rapport au réel est complètement distordu. Et sur Infowars, théorie du complot après théorie du complot, Jones construit un empire médiatique à travers sa société Free Speech Systems et plein d'autres sociétés, plein d'autres holdings. C'est une galaxie hyper complexe. Il y a un expert qui a estimé la fortune de Jones et la valeur de ces sociétés à un montant qui varie entre 130 et 270 millions de dollars. Alors la fourchette est large parce que c'est très obscur comme montage. Et il y a beaucoup d'entités, donc c'est difficile. Mais enfin, on parle quand même d'une fortune colossale. Un des thèmes récurrents d'Infowars est les attentats sous faux drapeau. L'acte sous faux drapeau est un acte commis dans le but de faire endosser la responsabilité à quelqu'un d'autre que celui qui l'a commis. Le terme vient de l'histoire des batailles navales. Certains vaisseaux exhibaient des drapeaux ennemis pour tromper leur adversaire. Et Infowars a présenté plusieurs attentats sur le sol américain comme des attentats sous faux drapeau, et notamment Sandy Hook. À propos de la tragédie de Sandy Hook, Jones dira que la tuerie est aussi bidon qu'un billet de $3. Une citation particulièrement choquante est celle où Jones met en doute le deuil des parents. Donc ça, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Donc là, je vais citer Jones qui va dire « Vous avez des parents qui rient, ha 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 ». Puis ils se dirigent vers la caméra et font « bouhouhou ». Et pas seulement un, mais un tas de parents qui font ça.
Puis on nous montre des photos d'enfants qui sont encore en vie, dont ils disent qu'ils sont décédés. Je veux dire, ils pensent que nous sommes si stupides. Donc c'est vraiment de la merde ce qu'il raconte. La thèse défendue et diffusée par Alex Jones est que Sandy Hook est une immense mise en scène orchestrée par le gouvernement pour s'attaquer au deuxième amendement et imposer des restrictions sur la vente d'armes à feu. Les allégations d'Infowars ont parfois entraîné des faits de harcèlement des personnes mises en cause par le site conspirationniste. Les parents se sont fait harceler par le club de fans de Jones. Et ça a été le cas pour plusieurs parents d'enfants assassinés le 14 décembre 2012. Plusieurs parents ont reçu des menaces de la part des supporters d'Alex Jones. Les parents ont craint pour leur sécurité et la pression de ces menaces s'est ajoutée à leur deuil. Le doute entretenu sur la réalité de la mort des enfants est une véritable insulte à leur mémoire. Une maman, Nicole Oakley, déclare « J'ai toujours cru en la bonté chez les êtres humains et quand j'ai commencé à interagir avec les followers d'Alex Jones en janvier 2013, j'ai cherché le bon en eux, mais je ne l'ai pas trouvé et j'ai baissé les bras jusqu'à ce que je décide de me battre. » Une plainte en diffamation est déposée contre Alex Jones. Les initiateurs de la plainte sont Neil Eslin et Scarlett Lewis, les parents de Jesse Lewis, petit garçon tombé sous les balles d'Adam Lanza le 14 décembre 2012. Dans une interview, Neil Eslin a évoqué le moment où il a tenu son enfant mort dans ses bras et l'a bercé, et Jones a qualifié ce témoignage de fake. Détail particulièrement triste et choquant. Aujourd'hui, Alex Jones reconnaît que la tuerie est réelle, mais les dégâts sont faits. Les familles ont vécu l'enfer après l'enfer. Les images du procès sont terribles. Dans la salle, serrés sur les bancs réservés au public, des dizaines de parents endeuillés suivent les débats. Jones prend une posture de victime et par ailleurs, dans son podcast et sur les vidéos publiées sur Infowars, il continue son narratif. Sur le banc des accusés, Jones s'excuse auprès des parents, prétend qu'il a été mal informé et qu'il s'est rétracté ensuite. C'est vraiment un procès terrible. Et il y a 2 volets dans ce procès. Il y a un volet qu'on appelle compensatoire et un volet punitif. Scarlett Lewis, donc la maman de Jesse, est un des nombreux témoins de cette affaire. Et lors de son témoignage, elle s'adresse directement à Alex Jones et lui dit « Je veux que vous sachiez que je suis avant tout une mère. Et je sais que vous êtes un père. Mon fils a existé. » Ouais, ça me bouleverse en fait cette phrase. C'est dingue qu'on doive dire ça. Mais oui, c'est aberrant. Ouais. Aujourd'hui encore, vous sous-entendez que je suis une actrice, que je représente le Deep State. Je ne comprends pas. La vérité est si vitale pour notre monde. Nous basons notre réalité sur la vérité. Nous devons être d'accord là-dessus pour avoir une société civile. Sandy Hook est une vérité difficile. Personne ne voudrait croire que 26 enfants soient assassinés. Alors elle dit 26 enfants dans ce témoignage, c'est en fait 26 victimes. Je comprends qu'on ne veuille pas croire à ça. Je ne veux pas y croire non plus, mais depuis ce jour, j'ai dédié ma vie au fait de protéger les enfants. C'est notre responsabilité. Savoir qu'un quart des Américains doutent de la réalité de Sandy Hook ne nous aidera pas à protéger nos enfants. C'est arrivé il y a 10 ans, et depuis nous avons eu 350 fusillades dans nos écoles. Nous devons protéger nos enfants. Jessie était réelle, je suis une vraie maman. C'est dur à dire. C'est violent. Pardon. Tu veux dire après ? Non, ça va. Le procès va durer 3 semaines. Le défilé des témoins démontre l'impact qu'ont eu les théories d'Alex Jones et d'Infowars sur leur vie. Il faut imaginer que les parents devaient prouver que leur enfant décédé avait bel et bien existé, alors que des articles publiés sur un site, consultés au quotidien par des centaines de milliers de personnes, affirmaient le contraire. Il y a même certains parents qui ont dû déménager plusieurs fois pour échapper au harcèlement constant. Mark Arden, c'est le père d'un petit Daniel, aussi victime d'Adam Lanza, raconte les messages de gens qui annonçaient pisser sur la tombe de son fils et menaçaient de déterrer le petit cercueil pour prouver qu'il était vide. D'autres parents ont été accusés par les complotistes d'avoir eux-mêmes tué leurs enfants. Ouais, c'est horrible d'entendre tout ça, quoi. Je peux me projeter dans la tête d'un parent qui a perdu un enfant, mais là, il y a encore cette couche abominable supplémentaire, c'est absolument inimaginable. Et le verdict est diffusé en direct, et Jones n'est pas au tribunal, mais en streaming face à ses partisans. Et ça aussi, c'est insupportable à regarder, parce que dès le début du prononcé, il se met en scène, de manière incompréhensible. Et les montants compensatoires et punitifs sont égrenés, et lui semble jubilé, il rit, se frotte les mains, applaudit, pousse des cris, bombe le torse, lève les bras, comme dans un show. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il ironise en se disant offensé à la fin que le $1 milliard ne soit pas atteint.
Il se moque de la décision de justice qu'il qualifie d'hilarante. Line A and line B total $120 million. Yeah! Initialed by juror number 1. Yeah! To plaintiff David Wheeler, $18,600,000. So this is what a show trial looks like. I mean, this is the left completely out of control, doing whatever they want, like drag queen story time, 2 men can have a baby. I mean, this is what they do. This is their panacea. Ça montre son absence totale d'empathie, quoi. Et à l'inverse, évidemment, les parents craquent dans le tribunal, pas par appât du gain, évidemment, mais c'était parce qu'il fallait reconnaître leur préjudice. Au final, Alex Jones est condamné à verser presque $1 milliard. On parle de 965 millions de dollars, répartis entre tous les parents des victimes. Et ce montant est immense parce que c'est un cumul des compensations dues à chacun des parents. Pourtant, InfoWars est toujours en ligne aujourd'hui. Il y a plein de contenu, il y a du nouveau contenu tous les jours, il y a Alex Jones qui s'y exprime encore tous les jours. Oui, il n'est pas emprisonné, il a juste une amende, voilà. Donc il peut continuer à dire de la merde. Mais malgré tout, il tente d'échapper au paiement et il s'est déclaré en faillite. Donc le site continue à tourner, mais Alex Jones est soi-disant en faillite. Et pour les milieux conspi, Jones, c'est un martyr. Et plus que jamais, c'est le rôle de martyr qu'il interprète sur ces plateformes. Mais en fait, c'est une chaîne un peu comme une chaîne YouTube, et donc il est rémunéré par les vues. C'est sa chaîne à lui. C'est sa chaîne à lui, donc il est rémunéré par la pub, donc la pub, l'e-commerce. Donc voilà, il y a pas mal de revenus autour d'InfoWars, ce qui est un immense site, je veux dire, qui est plus gros qu'un site comme Business Week, par exemple. Donc il se situe dans le top 100 des sites américains, donc c'est vraiment énorme, quoi. Oui, mais j'ai vu, il a vraiment, le petit bureau très à l'américaine, comme un peu comme Jimmy Fallon et tout ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Il est tout seul dans son studio et absolument, c'est un talk show, oui. Et la bataille judiciaire n'est pas forcément terminée. Il y aura peut-être des appels, il y aura peut-être un second procès, mais le pire, c'est que c'est la bataille idéologique qui n'est pas terminée et qui le sera peut-être plus jamais. Voilà, néanmoins, il y a quand même une vérité judiciaire pour l'instant. Et à la sortie du tribunal, il y a un père qui s'appelle Robbie Parker, qui est très ému et qui s'exprime. Et il dit « Je ne veux pas mettre en garde mes filles sur ce qui se passe quand on dit la vérité. Car c'est tout ce que nous avons fait. Tous les jours dans ce tribunal, nous sommes venus à la barre et nous avons dit la vérité. Tous les gens qui se sont présentés à la barre ont dit la vérité, à une exception près. » On en est là dans l'histoire de Alex Jones aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas le réhabiliter, qu'il ne sera jamais réhabilité. Et parce qu'on a parlé de conspirationnisme aujourd'hui, je voulais faire 2 recommandations. La première, c'est un podcast qui s'appelle « Faisez vos recherches ». Donc c'est bien « Faisez vos recherches » et pas « Faites vos recherches ». C'est un peu comme le « Nous sachons » pour se moquer des complotistes, qui est un podcast sur QAnon, qui raconte un peu la genèse et les différentes théories de QAnon et qui les démonte. Et alors, il y a un autre documentaire qui est sur YouTube, qui s'appelle « Fake Up », qui a été réalisé par Clément Fraise, qui est au départ un mentaliste, mais c'est surtout un zététicien et un avocat de la pensée critique. Et en fait, il démonte un documentaire conspirationniste qui s'appelle Hold Up, où en fait, tu te rends compte que la pensée critique est complètement absente de Hold Up, qui est censé être un documentaire critique par rapport à la réalité. À regarder pour justement remettre un peu l'église au milieu du village. Et d'ailleurs, nous aussi, on tombe parfois dans la croyance à une fake news. Ça nous arrive de croire à un truc qui est complètement faux. On a tous des biais cognitifs et on va tous recevoir l'information avec un biais, avec une interprétation qui sera peut-être partisane. Mais ce serait intéressant, je trouve, d'avoir un cours justement d'esprit critique pour les enfants dans les écoles, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Absolument. Julie, présidente. Et voilà, malgré la dureté de cette histoire, on va quand même, comme d'habitude, parler du casting et du soundtrack. Et comme on n'a pas envie de rendre Alex Jones sympathique, la décision qu'on a prise, c'est de ne pas en faire le héros du film. Ah non, surtout. Donc lui, c'est l'antagoniste. C'est le méchant. Voilà. Et si cette histoire devenait un film, ce serait plutôt un drame qui mettrait en scène les parents d'une victime, harcelée par le lobby complotiste. Les gens qu'on a le plus vus dans le procès, c'est ce couple dont on a parlé, les parents du petit Jesse, qui s'appellent Neil Eslin et Scarlett Lewis. Pour ce duo-là, moi, j'avais pensé à un duo qui est un duo mythique du cinéma, enfin de la télé américaine plutôt. Et un duo qu'on connaît comme un duo très amoureux, et c'est le duo de The Office, la version américaine de The Office. Donc c'est John Krasinski et Jenna Fisher, la réceptionniste et le commercial, qui sont amoureux dans la série The Office, qui ont un peu vieilli depuis la série, mais ils ont quelque chose de touchant, ils ont quelque chose qui, à mon avis, va toucher le cœur des Américains. Toi, tu avais quelqu'un pour Adam Lanza ? Moi, c'est pour Adam Lanza, parce qu'il fait un peu peur quand même. Ouais. C'est Skyler Gittner. C'est un acteur qui joue dans Ozark. Ouais, c'est le fils dans Ozark. Il a la vingtaine, donc ça correspond bien. Et pour Alex Jones ?
Moi, j'avais pensé à Russell Crowe. Ouais. C'est plus le Russell Crowe de Gladiateur, évidemment. Voilà, il il a a pris pas quelques le même années. physique, Non. ouais. Donc, je trouve qu'il a une bonne tête à faire les méchants maintenant. Ouais, c'est vrai. Désolé, Russell. Et pour le soundtrack, notre choix s'est porté sur une chanson du groupe Archive. Les paroles sont vraiment ce qu'on a envie de dire à Alex Jones, et la chanson s'appelle Fuck You. Fuck You. There's a time for us all, and I think yours has been. Can you please hurry up, 'cause I find you obscene. We can't wait for the day that you're never around, when that face isn't here and you're right underground. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Praise to God, I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Alors on va se retrouver dans une semaine avec un sujet un peu moins lourd, parce que faire plus lourd, je pense que c'était pas possible. Donc on est désolé d'avoir abordé des sujets qui étaient parfois des sujets difficiles. J'espère que vous comprenez l'intention qui était la nôtre, qui était celle, pas de dénoncer une dérive conspirationniste qui nous fait peur. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura encouragé en tout cas à aiguiser votre esprit critique. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.